la bienvenue et saluer cette initiative qui est vraiment très intéressante. Je suis moi-même très intéressé depuis très longtemps par toutes ces questions de la diversité culturelle et des droits culturels. Je crois qu'en France, les politiques publiques ont vraiment besoin de se questionner sur ce qui fait sens dans leur action publique et notamment bien sûr la politique culturelle et ce qu'on a appelé très longtemps l'exception culturelle française nous a peut-être un peu trop longtemps éloignés de ce référentiel que sont les textes de l'UNESCO sur la diversité culturelle, sur la protection de la diversité des expressions culturelles et maintenant sur cette notion de droit culturel qui heureusement vient d'être introduit dans la loi française dans le cadre de la loi NOTRe de l'année dernière, et ce qui permet vraiment de libérer un petit peu le débat et d'ouvrir justement à tous ces enjeux qui dépassent bien entendu les politiques culturelles de la culture, puisque la diversité culturelle c'est vraiment un enjeu de société, et je suis certain que cette journée va nous aider à avancer dans cette réflexion. Merci à tous. Merci Benoît. Donc Benoît Carré, qui est adjoint au maire à la ville de Rennes, chargé à la culture. Merci. Je passe la parole à Thibaut avant que je fasse, puisqu'on a perturbé un petit peu le déroulement. Thibaut Villette, président de l'Observatoire de la diversité culturelle à Paris, avec qui on a noué un partenariat, j'espère qu'il sera durable. Thibaut, bonjour. Bonjour, merci à toi Toufik. En fait, cette rencontre, ce partenariat est né d'une rencontre un peu fortuite, comme quoi ça permet aussi de construire ce genre d'initiative. Donc je vous remercie l'ensemble des partenaires, la ville de Rennes, Ouest France qui nous accueille dans ce beau lieu, pour cette rencontre autour de la diversité culturelle et des régions. Je crois que ce qui est important, je le disais en forme de boutade, c'est qu'on puisse organiser ce genre de rencontre qui permet de fédérer des initiatives. Nous, on est au Lila, Toufik avec Chared est à Rennes. On n'a pas, a priori, beaucoup de raisons de se rencontrer et d'organiser quelque chose, mais on a un peu les mêmes pratiques autour de la diversité culturelle, c'est-à-dire un désir d'être proche d'un public. On est nous-mêmes dans des territoires avec des populations très mixtes, beaucoup issues d'immigration, des questionnements très contemporains autour de ces problématiques avec des populations, un souhait de mener à la fois des activités culturelles et des débats avec une culture populaire et une culture savante, et bien sûr un choix d'avancer aussi sur ces réflexions et pourquoi pas des forces de proposition. Donc c'est ce qui nous rejoint et c'est ce qui nous a séduit dans cette proposition de l'association Chared. Il nous a semblé aussi intéressant d'aborder par une entrée plus particulière autour de la question des régions, puisque la diversité culturelle, on l'a abordée aussi au travers de l'UNESCO, de cette convention, on la traite beaucoup autour des questions nationales, et en fait, il nous a semblé déjà intéressant dans ce temps-là, et on aura un autre temps avec une rencontre qu'on organisera nous en octobre autour des métropoles, de voir plus avant comment les acteurs locaux peuvent s'emparer du sujet, en lien avec les acteurs culturels et la société civile et les citoyens. Donc voilà, je trouvais que c'était un questionnement intéressant. Après, il y a d'autres questionnements qui viennent autour de la diversité culturelle et des régions. Je dirais que la Bretagne est une région à particularisme culturel, donc du coup il se pose aussi des questions de cette expression, ce particularisme linguistique et culturel ici. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'animer une table ronde sur la diversité culturelle des régions en Europe, où on aura un panorama un peu varié, donc pas seulement autour de la France, avec l'Espagne, la Belgique, et aussi un point de vue plus européen avec la présidente Madame Hutin de la Maison de l'Europe de Rennes. Donc on verra aussi que cette question des régions se pose, et de la diversité culturelle se pose au niveau européen, c'est vrai qu'avec des modalités différentes. On abordera, donc j'en touchais juste un mot à l'instant, la question des métropoles, de la jeunesse et de la diversité culturelle en octobre au Lila, en France, donc vous êtes aussi tous les bienvenus.
ça sera un autre aspect, mais qui nous semble aussi intéressant dans ce contexte de mondialisation et de ville métropole dite monde, donc avec des enjeux de citoyenneté et d'expression de la diversité qui sont là aussi singulières. Bien sûr, on se trouve dans un contexte où il faut aussi un peu de volonté, de courage pour aborder ces sujets, en ce moment aussi en France et en Europe. Beaucoup de replis identitaires, crispation nationaliste, ici et dans l'ensemble des pays, quasi l'ensemble des pays européens. Bien sûr, il y a la crise, l'angoisse du mouvement migratoire. Et voilà, c'est un temps aussi où il faut continuer à avoir une démarche volontariste, d'associer les citoyens, de réfléchir à des nouvelles initiatives et de promouvoir à la fois les diversités culturelles et le dialogue interculturel. Certainement aussi pour en tirer des bonnes pratiques, des nouvelles initiatives, peut-être des nouvelles politiques publiques. On plaide nous aussi pour qu'au niveau par exemple des DRAC, il y ait plus d'engagement sur ces sujets et plus de soutien. On a souvent une entrée uniquement culturelle, alors que les croisements culture et action citoyenne pourraient permettre à d'autres associations d'entrer dans des voies de soutien financier notamment. Mesdames et messieurs, vous toutes et vous tous qui militez sans relâche depuis longtemps pour faire avancer cette cause si essentielle de la reconnaissance de la diversité culturelle. Chers amis, oui, quel plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à Rennes, cette ville métamorphosée par la culture qui a su allier tradition et innovation, qui a su rallier et relier les femmes et les hommes de toute cette région de la Bretagne et bien au-delà. La culture est bel et bien l'expression d'une histoire, l'expression de nos traits de civilisation, mais aussi l'espace de nos projections vers l'avenir. Elle est l'expression d'une certaine conception de l'humain, de la réalité, de la vie. Elle est aussi le reflet de nos manières de voir le monde, de dire le monde, d'être le monde, sans compter qu'elle révèle également le rapport à l'autre. L'art est la force de la culture, surtout à un moment où nous en avons tant besoin de nous rapprocher et de le retrouver dans notre humanité commune. Comme vous, je pense, mesdames et messieurs, que la culture est force d'engagement, d'action et de lutte. Elle a le pouvoir de transformer les sociétés, elle enrichit tous les aspects de notre vie quotidienne d'innombrables façons. Elle est une source d'identité et de cohésion. Elle contribue à l'édification de sociétés ouvertes, inclusives, dynamiques, innovantes, prospères et pluralistes. D'ailleurs, ceux qui s'en prennent à la culture n'aiment pas l'air qu'elle déplace, les synergies qu'elle produit. Ceux qui s'en prennent à la culture souhaitent à dessein plonger le monde dans les ténèbres et l'obscurité. Oui, la culture est force de lutte. Une lutte qui est à la genèse de la France, de la République, de l'Europe et du monde. La place de la culture chez les Rennais et les Bretons est naturelle. Les Rennais et les Bretons ont la diversité culturelle dans leur ADN. Ceux qui se joignent à nous aujourd'hui en sont la preuve. Tous ces merveilleux ambassadeurs et ambassadrices des cultures de la diversité savent combien la promotion et la valorisation des identités culturelles est aussi un axe majeur de notre programme du Charrette et des Amis de l'Algérie. La culture a pris une dimension nouvelle. La diversité culturelle est devenue un enjeu fondamental. Cet enjeu qui se pose aujourd'hui aux cultures, au risque de les opposer, réside dans leur capacité à s'adapter à la déferlante des innovations modernes et à conserver surtout leur singularité dans le vaste mouvement d'uniformisation que nous traversons. Chers amis, ce colloque international qui nous réunit aujourd'hui à Rennes pose très justement la question du développement donné à la diversité culturelle en région. Comment les cultures régionales conjuguent-elles la diversité culturelle? Car nous savons que la diversité culturelle est menacée, nous savons aussi qu'il y a péril dans la demeure. Nous devons donc d'être très vigilants, car même si la convention de l'UNESCO est devenue une référence, même si 140 États ont ratifié cette convention, la diversité des expressions culturelles est encore malheureusement loin d'être acquise. Autant de raisons pour que nous restions mobilisés plus que jamais. Proposer une réflexion sur la diversité culturelle, c'est certes mesurer le chemin parcouru, mais c'est aussi se demander ce que sera demain, ce que sera l'avenir. Il nous faut nous retrouver souvent. Bref, nous nous mobiliserons pour la diversité culturelle. Et le Charrette, et les Amis de l'Algérie, et l'Observatoire de la diversité culturelle, et vous tous continueront à rassembler, à fédérer et à agir pour la diversité culturelle. Je vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation à ce colloque organisé par le Charrette et les Amis de l'Algérie dans le cadre de Rennes au pluriel. Je remercie la ville de Rennes pour son appui.
Je remercie nos partenaires, l'Observatoire de la diversité culturelle de Paris. Je remercie l'Ouest France et Anne Serran de nous avoir ouvert les portes de ce lieu symbolique, la librairie de Fayère et Dominique Gage, ainsi que la Commission française de l'UNESCO. Et enfin, je remercie tous les membres de l'association Charette et des Amis de l'Algérie de leurs efforts. Merci. J'appelle les intervenants de la première table ronde. Donc, Kali Gianellos, bonjour, du secrétariat général de la Commission française pour l'UNESCO, qui remplace David Fajol, d'ailleurs, on va en parler. Fulvio Katia, j'ai du mal. Katia, écrivain auteur de La République Métis et directeur fondateur de l'Odyssée de la diversité culturelle à Paris. Et Ali Aïd Abdelmalek, professeur en sociologie à l'Université Rennes 2. Bonjour. Voilà, nous allons commencer directement à la question autour de la Convention, et je la pose à Kali Gianellos. L'un des objectifs de la Convention de l'UNESCO de 2005 consiste à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la prise de conscience de sa valeur. Pouvez-vous nous tracer en quelques mots le contenu de cette Convention, l'historique et le processus d'élaboration de cette Convention? Vaste question. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai donc le plaisir et l'honneur de remplacer David Fajol, qui est le secrétaire général de la Commission française pour l'UNESCO, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. C'est une question en effet très vaste que vous voulez me poser beaucoup. Je ne pense pas pouvoir en peu de temps retracer les différents aspects, mais je vais essayer d'être synthétique et en tout cas de replacer un peu la Convention dans son contexte et situer un peu l'importance de ce texte fondamental. La force de cette convention, c'est qu'elle a une applicabilité territoriale, elle s'appuie sur une applicabilité territoriale et régionale. Et c'est un texte d'une très grande actualité qui interroge autant par ses enjeux cruciaux et des enjeux qui trouvent toujours une résonance actuellement dans les événements liés à l'international ou dans un cadre national comme régional. Alors, c'est un texte qui représente une avancée historique importante dans le cadre juridique international. C'est un texte fondateur sur le droit de la culture qui a recueilli l'assentiment d'un très large nombre d'États. Actuellement, c'est ratifié par 142 États. C'est la Convention donc, de 2005 pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. C'est un texte qui reprend les objectifs principaux que la France s'est toujours fixés, à savoir la reconnaissance de la nature spécifique des activités, des biens et des services culturels en tant que porteurs d'identité, de valeurs et de sens. La réaffirmation aussi du droit souverain des États de conserver, d'adopter et de mettre en œuvre les politiques et les mesures qu'ils jugent appropriées en la matière, et le renforcement de la coopération et de la solidarité internationale dans un esprit de partenariat. Alors, ce texte, qui donc a été adopté le 20 octobre 2005, donc il y a une décennie déjà, présente une ambiguïté constitutive et constructive très importante, qui, dans ce sens où il soutient deux plans de rationalité différents, mais qui sont maintenus dans ce texte au même niveau. Et donc du coup, ces deux plans de rationalité sont finalement font toute la richesse de ce texte et aussi toute son ambiguïté quelque part qui fait qu'on a du mal à l'appréhender souvent. D'un côté, il y a la diversité culturelle entendue comme diversité communautaire, donc tout ce qui a trait au dialogue interculturel. Et donc là, on est vraiment dans le périmètre des politiques publiques classiques. Donc la diversité sociale à l'échelle locale et aussi le dialogue des cultures. Et de l'autre côté, un autre pan de ce texte porte sur l'offre culturelle, la diversité de l'offre culturelle. Et là, il s'agit plus de régulation des industries culturelles et créatives. Donc la diversité de l'offre culturelle. Et dans un contexte actuel, avec le numérique, ces deux niveaux, donc la diversité de l'offre communautaire et la diversité de l'offre culturelle, sont maintenus dans le texte de la Convention
un peu au même niveau, même s'il ne sollicite pas les mêmes politiques publiques et qu'il s'agit de plans très différents. Alors concernant la genèse de ce texte, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je ne vais pas retracer tout l'historique. Ce qui importe, c'est plus l'impact et l'actualité actuelle, l'actualité de la Convention et qu'est-ce qu'on peut en faire actuellement. Mais quelques points importants sur l'historique, sur la dimension historique de ce texte, c'est que tout d'abord, concernant le concept même de diversité culturelle, c'est une genèse qui remonte au concept d'exception culturelle, et notamment en 1993, où le concept d'exception culturelle avait été forgé donc, par les négociateurs européens dans le cadre des négociations internationales du GATT avec les États-Unis, donc dans un contexte de libéralisation du commerce des services et dans un esprit de contestation précisément face à ce projet de libéralisation. Il était question du coup de l'aménagement d'une exception pour le domaine culturel. À partir de là, progressivement, au cours des années 90, il y a eu donc le passage de la notion d'exception culturelle à celle de diversité culturelle, donc qui a commencé à être mise en avant notamment en Europe. Et en 99, donc à la suite de la conférence ministérielle de Seattle, les membres de l'Union européenne, et en particulier la France, remplacent donc la notion d'exception culturelle par celle de diversité culturelle. Alors ce passage est extrêmement important parce que finalement ça explique quelque part les enjeux qui se situent derrière la notion de diversité culturelle du point de vue de l'exception. Et ce changement terminologique a une grande importance du fait que cette notion de diversité culturelle, qui entre du coup dans un cadre normatif avec en 2001 la déclaration de l'UNESCO pour la diversité culturelle et en 2005 la Convention, donc cette notion de diversité culturelle a une dimension beaucoup plus laudative que celle d'exception culturelle. Elle permet de valoriser le caractère commun de cette diversité et elle permet aussi, donc toujours en comparaison par rapport à la notion antérieure d'exception culturelle, la notion de diversité culturelle permet d'éluder la position ambiguë qu'avait celle d'exception culturelle au profit de l'affirmation d'une autonomie de la sphère culturelle. La Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001, c'est un instrument normatif, mais c'est un instrument normatif non contraignant, c'est une déclaration de principe, une déclaration universelle, et en tant que telle, il y avait des insuffisances dans ce texte qui ont amené du coup l'UNESCO à envisager très tôt, dès 2003, la mise en place, l'élaboration d'une convention qui est donc un instrument juridique contraignant et beaucoup plus clair au niveau des termes et des actions à mener. La déclaration de 2001 portait sur plusieurs aspects de la diversité culturelle à travers une vision très humaniste et autour des thématiques du développement, du patrimoine, l'éthique, la politique, l'économie, avec une grande prééminence autour de l'éthique, la dimension éthique. Et la Convention de 2005 de l'UNESCO reprend du coup ces axes-là en affinant davantage les termes. Donc il y a un gain de précision dans les termes, mais aussi au niveau de l'application et des obligations des États parties, donc des États qui ont ratifié cet instrument. C'est toujours une vision large du concept de diversité culturelle, mais qui s'ancre dans le prolongement de la déclaration de 2001. Avec la convention de 2005 de l'UNESCO, il y a un processus de conceptualisation qui s'achève, puisqu'avec cette convention, on peut considérer que l'UNESCO a réalisé un travail d'institutionnalisation et de conceptualisation de la notion de diversité culturelle qui entre dans le droit positif international et qui en même temps devient un concept phare qui est propulsé donc, sur la scène internationale en tant qu'enjeu majeur et qui à partir de là connaît
la notoriété actuelle et qui ne cesse du coup d'être réactivée constamment. Donc d'un côté, on a ce processus d'institutionnalisation, côté UNESCO, d'institutionnalisation d'une notion très importante et donc qui quelque part forge le cadre de la définition et puis aussi la fonctionnalité de ce concept. Et de l'autre côté, il y a tous les usages au-delà de l'UNESCO, l'usage courant du concept, de la notion, et qui est vraiment directement lié à ce cadre normatif et ce contexte d'institutionnalisation, dans la mesure où il y a une interdépendance directe au niveau des sens, des significations qu'on attribue aujourd'hui à la diversité culturelle. On se réfère constamment à cette convention de 2005, pas seulement parce qu'elle est internationale et qu'elle a beaucoup qu'elle connaît une notoriété importante, mais aussi parce que c'est un moment clé dans l'histoire du concept qui à la fois pose un cadre d'entente internationale par rapport à son sens et ses fonctions, et qui aussi situe le débat actuel et les possibilités d'action à travers des directives opérationnelles assez précises, des directives opérationnelles qui sont constamment réévaluées par l'UNESCO, parce que nous sommes dans un contexte en constante évolution, avec l'arrivée du numérique, là actuellement actuellement en 2016, le texte de la Convention n'a pas la même résonance qu'il avait en 2005, et son actualisation, ou en tout cas le processus de réactualisation actuellement à la fois dans un cadre international, mais aussi national et local, toute la réflexion qui est menée autour de la Convention doit prendre en compte justement cette évolution, déjà à la fois au niveau communautaire. Donc le premier aspect que j'avais évoqué de ce texte, cette première dimension de la diversité culturelle, la diversité communautaire, parce que nous sommes constamment forcément dans un contexte changeant, évolutif. Et de l'autre côté, les évolutions du point de vue de l'œuvre culturelle, parce qu'avec l'arrivée du numérique, il y a forcément un besoin de réflexion nouvelle autour de la variété des nouveaux écosystèmes en ligne, et puis de l'œuvre culturelle dans un monde globalisé, notamment avec l'hégémonie croissante des grands acteurs d'Internet et du numérique. Merci, c'était bien clair. Juste, je voulais insister sur une notion bien spécifique qui a été... la Convention elle s'appuie sur une notion bien spécifique qui est l'interculturalité. Quelle en est la définition et comment se distingue-t-elle des autres concepts comme la multiculture ou la transculture? Alors, là aussi c'est une vaste question. Qu'est-ce que je pourrais dire de tout ça? Alors, c'est sûr que la Convention de 2005, puis au-delà de la Convention, parce qu'on n'est pas toujours obligé de se référer à la Convention, mais le concept de diversité culturelle, en tout cas, est en effet relié à des notions très importantes qui sont directement reliées, comme en l'occurrence l'interculturalité, que vous avez mentionné. Il y a tout un arsenal en fait, de notions connexes à la diversité culturelle. Il y a l'interculturalité, le multiculturalisme, et dans un monde globalisé, ces notions présentent des enjeux considérables. L'interculturalité, je ne vais pas faire le tour de ces concepts, mais juste quelques pistes qui pourront être creusées par la suite, notamment peut-être par Fulvio. La notion d'interculturalité est directement liée, en tout cas, au concept de diversité culturelle. C'est une notion qui intervient dès l'article 1er de la Convention de 2005, qui expose les objectifs de cette Convention. Et parmi les objectifs cités,
de cette convention de 2005, il y a donc celui de, je cite, stimuler l'interculturalité afin de développer l'interaction culturelle dans l'esprit de bâtir des passerelles entre les peuples. L'interculturalité intervient d'entrée de jeu dans le texte de la Convention de 2005. On voit que c'est une notion qui est directement liée à celle de diversité culturelle. Alors, comment définir l'interculturalité ? Alors, tout d'abord, à travers le texte même de la Convention de 2005, la Convention de 2005 définit l'interculturalité comme l'état en fait d'une société où la diversité culturelle est mise en œuvre, tout simplement. Donc le texte, l'article 4 de la Convention, dit que l'interculturalité, donc là je cite le texte, l'interculturalité renvoie à l'existence et à l'interaction équitable de diverses cultures, ainsi qu'à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel. L'interculturalité, au sens de l'UNESCO, se situe dans cette éthique humaniste qui se manifeste aussi d'ailleurs à travers l'idéal de la diversité culturelle et qui correspond, qui fait de la notion de diversité culturelle qui place le concept de diversité culturelle dans une conception éminemment positive de l'interculturalité. Merci Camille. Je passe à Fulvio. Oui, je vais répondre. Effectivement, l'idée de confronter la définition de l'interculturalité a été donnée à l'instant, donc je ne vais pas m'y attarder, mais je vais m'interroger, je vous propose d'interroger justement la déclinaison de cette interculturalité telle que définie dans l'espace national et régional. C'est la raison pour laquelle je veux poser la question simple, y a-t-il une politique de la diversité culturelle en France? Et la réponse est que pas encore. Elle est en acte et elle est favorisée notamment par l'avènement de cette convention aussi ratifiée par la France et par l'Union européenne il y a déjà une dizaine d'années, mais également, et ça c'est la nouveauté, depuis août 2015, grâce à la loi NOTRe, dont l'article 103 énonce ce qui suit, énonce que la responsabilité, dis-je bien, en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés justement par la Convention de 2005. Alors, on en parlait avec M. Carré tout à l'heure, les coulisses de cette négociation qui a été très compliquée, puisque c'est à la toute dernière minute cet article a été adopté. Eh bien, ça montre bien en creux que l'absence de cette politique nationale de la diversité culturelle, qui n'est pas le fait non seulement de la société française, mais aussi de toute société aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par la politique de la diversité culturelle? Eh bien, on va le développer. Mais d'abord, voyons ce qu'est le droit culturel, justement. Alors, ce droit, donc je cite là la déclaration de Fribourg, permet donc à toute personne, et ça c'est ce qui est intéressant, aussi bien seul qu'en commun, de choisir et de voir respecter son identité culturelle dans la diversité de ses modes d'expression et de choisir de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles sans considération de frontières, ça c'est important, et aussi on peut revenir et de modifier le choix. Bref, ces droits rappellent les affinités électives chères à Goethe. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à être à sa culture d'origine, on peut la choisir. Thibaut a une préférence, a appris le roumain,
ces choix, elles sont naturelles à tout à chacun. Je te cite Thibaut parce que ça m'a toujours intrigué. Et comment, tu étais étudiant à Sciences Po, je pense à l'époque, et tu t'es intéressé à la Roumanie, tu as appris la langue, et donc ça participe de ces choix que tout un chacun fait à un moment donné, de choisir ou d'avoir un penchant pour une culture, une langue, à cause de rencontres, ou que sais-je. Voilà. Et ça, c'est le premier texte, et ça, c'est vraiment une avancée qui l'affirme dans le droit. Et donc, c'est une forte avancée. Et elle est aussi, ça induit aussi ce que l'observateur Sagas a appelé des parcours d'émancipation. Ces droits ne sont pas donc les affinités électives, mais aussi ça implique aussi la liberté d'expression et donc exprimée par le parcours d'émancipation. La première donc participe à l'art et son formidable, on l'évoquait, potentiel de résident dans l'imaginaire individuel, c'est-à-dire dans l'espace privé. Le second renvoie à la culture, c'est-à-dire à l'éducation qui la sous-tend d'un domaine public. Car elle résulte du croisement, alors, de la comparaison avec d'autres cultures que la nôtre. Cette perspective implique donc l'engagement de sa propre identité, mais non simplement la consommation de produits culturels. Et c'est tout l'enjeu. Alors, certains critiques, je pense notamment à l'américain Walter Ben Michaels, dit, est-ce que la diversité culturelle ne sert pas d'alibi à l'ultralibéralisme pour légitimer les inégalités qu'elle génère? Alors, il montre que dans les années 70, et plus spécifiquement en 68, année où la Cour suprême déclare légale la discrimination positive dans les universités américaines, à condition que celle-ci serve, je cite, les intérêts de la diversité, il n'y a jamais eu autant d'inégalités. Et pour cet universitaire américain, la diversité culturelle ne vise pas à réduire les inégalités, mais à les gérer, dans une tradition stricto sensu libérale. En France, Louis Schweitzer, ancien patron de Renault et ex-président de l'ancienne ALDE, haute autorité de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui alimentera cette confusion. L'absence, dit-il, de diversité est signe visible de discrimination ou d'une égalité de chances mal assurée. Mettre en équivalence donc l'inégalité sociale et la diversité culturelle, sous-entendu là, ethnoculturelle, parce que c'est l'acception qu'on entend souvent quand on parle de diversité culturelle issue de la diversité, on a fait sauter la notion de culture et on l'a réduit à la notion de diversité. Et du coup, on la connote souvent, c'est dans son sens ethnoculturel. Alors que la diversité culturelle, elle a un sens beaucoup plus riche, comme on l'a évoqué à l'instant. Alors, la question, à quoi sert d'abolir la différence ethnique et raciale si l'exploitation de l'homme par l'homme demeure inchangée? Et la réponse pour ce faire est liée affirment certains observateurs que la gauche et la droite partagent la même conception de la justice sociale, qui demeure de souche libérale ou néolibérale. Une politique authentique de la diversité culturelle permettrait de dépasser cette inégalité induite par l'ultralibéralisme et les limites de l'étatisme en inscrivant l'éducation, c'est-à-dire des parcours d'émancipation, c'est-à-dire le développement d'un sens critique, fondamentalement, et les moyens qui lui sont nécessaires, donc l'éducation, dans les politiques publiques sur la culture. Et c'est ce qui manque. L'avènement d'une politique publique de la diversité culturelle serait donc une révolution copernicienne, une permutation de perspectives. Ce que soulève la diversité culturelle et les droits qui lui sont associés, c'est la capacité de mettre en relation le pouvoir d'émancipation de l'art avec la société. Voilà, en gros,
alors, si on veut faire la genèse de ce loupé, quelque part, il faut revenir à la fondation du ministère de la Culture dans les années 50, où on a privilégié plutôt l'art avec un grand A, l'art élitiste, plutôt que l'éducation populaire qui était initialement associée. Et l'enjeu principal, pour que le débat ait lieu, c'est de réintroduire l'éducation et le développement d'un sens critique qui est nécessaire pour apprécier les œuvres d'art. On en discutait tout à l'heure dans le train avec nos amis, là, Isabelle et Roberto. L'art nous permet de se faire une opinion. Et se faire une opinion, c'est nécessaire aussi pour apprécier les politiques publiques, pour apprécier les performances aussi de nos politiques également. Et comment se faire une opinion, comment développer ces sens critiques? Eh bien, c'est en faisant justement de l'éducation la pivot de la diversité culturelle. Or, l'éducation est restée, comme je le disais, détachée et de cet espace, de la diversité culturelle, qu'un sociologue comme Edgar Morin définit comme une politique de civilisation. Alors voilà, ben je laisse, j'en arrête là et pour que le débat puisse avoir lieu. On va laisser juste une autre question à notre ami Ali Aïta Abdelmalek, sur la position des universitaires et des intellectuels par rapport à ce débat sur la diversité culturelle. Merci. Donc d'abord, bonjour et merci donc, à la fois pour l'invitation et l'organisation de cet échange, de cette discussion. D'abord, en préambule, je voudrais saluer votre initiative de proposer une réflexion sur la diversité culturelle à un moment où précisément autant la biodiversité est acceptée comme une quasi-norme sociale, c'est-à-dire que la diversité, quand elle concerne la nature, est devenue, bien avant la COP21, donc une quasi-norme, bien plus encore qu'un simple projet juridico-institutionnel, une série de lois concernant la biodiversité de la nature, autant la diversité, quand elle concerne la culture, semble poser un certain nombre de problèmes. Et des problèmes extrêmement complexes qui concernent donc la culture et donc les identités, l'identité et donc la culture. On ne peut absolument jamais séparer ces deux mots qui sont pour nous justement qui ne sont que des outils intellectuels pour tenter de penser le monde. L'identité et la culture, ça n'existe pas. C'est simplement un outil d'analyse qui permet d'interroger, d'interpréter et de tenter de comprendre la réalité sociale. Et donc, je crois que la première chose qu'il s'agit de rappeler ici, c'est qu'il faut vraiment distinguer les outils pour interpréter et comprendre la réalité sociale et la réalité elle-même. J'en veux pour preuve, il y a quelques années, donc c'était à l'époque M. Nicolas Sarkozy, président de la République, j'avais été sollicité pour participer à un débat sur l'identité nationale, ici à Rennes, via bien sûr le préfet de région, et j'avais décliné l'offre parce que je savais très bien que c'était plutôt mon nom, à travers mon nom, donc une sorte d'intérêt pour l'intégration dans le débat de personnes étrangères ou de personnes immigrées, etc., plutôt que le sociologue. C'était plutôt comme on disait avant 1962, le français d'origine musulmane qui intéressait le gouvernement plutôt qu'un éclairage sociologique. Et donc j'ai décliné l'offre et j'ai proposé, en lieu et place d'un débat sur l'identité nationale, qui de mon point de vue n'existe pas, en tout cas dans sa forme idéologique et identitaire, nationaliste, maurassienne, eh bien j'ai proposé un débat sur la question nationale,
que j'ai eu l'occasion d'animer une conférence donc, au champ public, et donc au champ libre. Pardon. Je veux dire que l'enjeu de la journée est tout sauf uniquement culturel. Il est largement idéologique, politique et social. Et donc, puisque je vous dis que la diversité culturelle, pour moi, c'est d'abord et avant tout un concept, je pense que réfléchir, penser ensemble, croiser les regards, c'est une stricte nécessité, à la condition sine qua non de bien distinguer la réflexion dans ses objectifs qui sont différents, à savoir la réflexion au service de l'action. Je pense la réalité sociale pour tenter de changer, pour tenter de la transformer. Et quand on pense la réalité sociale pour tenter de la changer, on s'inscrit dans le politique. On s'inscrit dans le débat social. Pardon, oui. Oui, je vais répondre parce que le débat. Allons-y. Est-ce que vous croyez, alors, je vous interroge en tant que sociologue, est-ce que pour vous la notion de diversité culturelle est un concept opérateur, c'est-à-dire efficace pour véritablement nommer la réalité en transformation? Alors, la suite de mon propos va vous apporter, de toute façon, j'espère, quelques réponses. Simplement, quand on pense la réalité sociale pour tenter d'agir, par exemple, contre les injustices, en ne confondant jamais la différence avec les hiérarchies. Être un homme ou être une femme n'est pas problématique en soi, ni pour l'un ni pour l'autre. Le problème, ce n'est pas la différence entre les sexes, c'est la hiérarchisation qui est pensée, qui est vécue entre hommes et femmes. Donc, lutter contre un certain nombre d'injustices, contre l'exclusion sociale, etc., contre toutes les formes de ségrégation, nécessite effectivement un ancrage dans le politique et dans l'action. Par contre, quand on essaie de réfléchir, non pas pour l'action, mais dans l'objectif quasi unique de comprendre, on retrouve le débat initié par le grand sociologue allemand Max Weber, qui préconisait de distinguer le savant et le politique. Et donc quand on réfléchit pour penser, quand on pense, pour comprendre la réalité sociale, on est condamné à fabriquer toute une série d'outils d'analyse et surtout de bien définir les termes qui ne sont pas de vagues notions, largement traversées de préjugés, traversées d'idéologies. Et donc, quand on réfléchit pour comprendre, on tend, autant que faire se peut, on tend à dépasser les opinions pour tenter de parvenir à la fabrication de connaissances, à des savoirs qui ne peuvent pas ne pas être objectivés. Et donc nos débats s'inscrivent, et là je vais répondre rapidement à ta question, nos débats s'inscrivent dans un contexte spatio-temporel qu'il convient de rappeler. Très rapidement, puisque l'intérêt effectivement c'est plutôt l'échange, mais je vais quand même décliner les éléments, les 5 points qui, de mon point de vue, permettent de contextualiser nos échanges au service, non pas uniquement de la connaissance. Nous ne sommes pas à l'université, c'est pas un colloque, c'est pas un débat, y compris sur le sexe des anges, c'est pas un échange académique, mais nos débats ont ce double objectif. À la fois tenter de comprendre et en même temps tenter de suggérer et d'agir sur une réalité sociale toujours de plus en plus difficile, en tout cas pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre de personnes dans la société. Les changements n'affectent pas uniquement le pouvoir. Les changements n'affectent pas uniquement le budget, la finance, le marché, l'économie. Les changements affectent aussi l'identité, la culture. Et donc, autant il me semble que nous n'appartenons pas à un territoire, nous n'appartenons pas à la France, nous n'appartenons pas à l'Europe, ni à la planète, et pas plus à la Bretagne. Par contre, nous avons un sentiment d'appartenance. Et donc,
le sentiment d'appartenance à la Bretagne, le sentiment d'appartenance à la France, ou le sentiment d'appartenance à la planète ou à l'Europe, eh bien, est présent. Parfois, il y a une dominante. Certains se sentent plus français que bretons, plus européens que français, plus bretons qu'européens. Certains se sentent parisiens. On voit bien aujourd'hui avec le débat un peu stérile et insipide entre le PSG et l'OM. Mais quand même, on a des individus, des acteurs sociaux qui ont des sentiments d'appartenance. Cette métamorphose, ces changements concernent la culture, et le problème, ce n'est pas que la société change, c'est que dans une société en changement extrêmement rapide, eh bien, les acteurs sociaux ont de plus en plus de mal à trouver leur place. Et la société offre de moins en moins de points de repère, des points de repère justement pour le vivre ensemble. Et le problème qui est central, qui me semble crucial aujourd'hui dans la société contemporaine, dans la société moderne, c'est que les liens sociaux sont remis en question. Les rapports entre individus, les rapports entre groupes, qu'on appelle des groupes sociétaires ou les groupes communautaires, etc., sont de plus en plus problématiques, sont réinterrogés, et que quand on trouve sa place dans la société, dans une société à la fois de lutte de classe et de lutte de place, eh bien quand on trouve sa place dans la société, eh bien on sent que son identité, sa culture existe, et les personnes ont une identité qu'on peut appeler positive. Par contre, quand on ne trouve pas sa place dans la société, quand on a un sentiment d'exclusion sociale, exclu à la fois du marché, mais exclu aussi de la culture, exclu des identités, eh bien, on a cette crispation. Et on a une incompréhension, et on a effectivement, politiquement, une remontée qui était prévisible sociologiquement, en tout cas les sociologues politiques avaient prévu, cette remontée de tous les poujadismes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Est-ce que justement, parce que nous, à l'Observatoire, nous avons fait le pari que la culture pouvait être non pas la 5e roue du carrosse, mais la première roue du carrosse pour faire induire cette transformation. Et qu'on veut, qui se repose ponctuellement, qui n'est pas la première dans l'histoire. Hein, ponctuellement, les sociétés, au moment des grands changements, des périodes de c'est la première fois que l'humanité se transforme à travers les modifications de technologie, notamment, sociales, etc. Est-ce que la diversité culturelle peut être, nous, c'est ce que nous posons, le moyen par lequel on peut induire ce changement? Et une des questions auxquelles nous avons été confrontés, des constats que j'évoquais tout à l'heure, c'était de savoir qu'effectivement, dans l'arsenal des politiques publiques, si on vraiment analyse bien les politiques publiques, notamment liées à la culture, il n'y a pas de dispositif qui permet et de périmètre juridique qui nous permet d'avoir une action forte, de levier pour impulser. Et on parle évidemment de l'hypothèse que la culture, c'est le levier principal de la transformation, pas seulement aujourd'hui, mais même hier. Donc, et il faut, c'est pourquoi nous militons pour l'avènement d'une politique publique de la diversité culturelle en bonne et due forme en France et ailleurs, bien sûr. Et le seul point sur lequel on peut se baser, c'était justement sur la Convention, qui est une convention et qui n'est pas coercitive, hein, et puis de droit international. Donc, il y a un travail à faire. Votre sentiment, vous êtes aussi des Françaises et Grecques. Je dirais que si le premier point concerne le changement, c'est-à-dire que le problème, c'est que les personnes qui ne trouvent pas leur place dans la société vivent le changement qui est objectif comme une dégradation. C'est-à-dire que les personnes qui sont insérées intègrent tous les éléments innovants. Alors que les personnes qui ne trouvent pas leur place dans la société, pour eux, il y a une synonymie entre deux termes, le changement égale dégradation. Et il y a une phrase qu'un agriculteur m'a dite et que je voudrais
vous prononcer, c'est que vous dire, et que je l'ai même intégré dans diverses analyses ou articles, un agriculteur qui me disait « Hier, c'était mieux qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est mieux que demain ». Donc systématiquement, il y a une vision, sans avoir jamais peut-être l'unique, une vision quasiment nihiliste. C'est-à-dire que la société tend vers zéro. Et donc la phrase qui est entendue la plupart du temps, c'est que nous allons droit dans le mur. Et d'autres qui ajoutent « nous y sommes déjà ». Et donc, il faut être très sensible à la différence de perception de cette société qui évolue à une allure grand V. Deuxième élément, et très rapidement, la France est une société objectivement multiculturelle. Elle est multiculturelle d'abord dès sa création, la création de la nation française. Et d'ailleurs, nous sommes dans une société un peu curieuse, dans la société française, où il y a une confusion sémantique, une confusion entre le mot État, nation et société. Nulle part ailleurs dans aucune autre société à l'échelle de la planète, il y a cette confusion sémantique. Reprenez, ne fût-ce qu'il y a quelques années, avant les années 1990, la RDA et la RFA. En Allemagne, on peut imaginer une nation, la nation allemande, rappelez-vous, ein Volk, eine Zivilisation, eine Kultur. Donc, l'Allemagne ça n'a pas empêché l'Allemagne d'avoir deux États. Regardez la culture britannique, regardez les Gallois, les Irlandais, les Écossais, l'Angleterre. Je dis simplement que sociologiquement, ce que l'on peut constater, c'est une sorte de paradoxe où la France est objectivement multiculturelle, si vous regardez l'apport des étrangers, etc., et même la composition régionale, ethnique de la France. Mais si la France est objectivement multiculturelle, elle est subjectivement monoculturelle. Et donc, le hiatus, c'est entre une réalité objective en matière de culture et une réalité subjective, en tout cas dans les discours perçus à travers donc, dans les entretiens, etc. Troisième élément, la société moderne, elle se veut résolument universaliste. Universaliste, et donc, on ne peut pas penser la différence, on ne peut pas penser la diversité sans cette dialectique de l'universel et du singulier. Merci à nos trois intervenants, merci beaucoup. Merci Ali de l'Université de Rennes 2, Kali Giannoulos de l'UNESCO et puis Fulvio Katia de l'Odyssée. Alors je suis Benoît Careil, adjoint de la culture de la ville de Rennes. Voilà, de la ville de Rennes. Et votre collègue de la ville de Lorient, qui est monsieur Yancy. Voilà. Les deux villes de Lorient et de Rennes, pour ce que j'en connais, sont deux villes assez représentatives de la Bretagne. Comme nous sommes à Rennes, je vais par courtoisie passer la parole à notre ami de Lorient et je vous demander de nous décrire un peu au-delà de tout ce qu'on connaît sur Lorient, c'est-à-dire le festival interceltique et tout ça, etc. Comment se présente l'interculturalité dans le cadre de la bonne ville de Lorient. Bien, merci. Je suis très attaché à l'idée suivante, c'est de se dire qu'en gros, on a eu un très large siècle, que j'appelle le siècle des identités uniques, avec des postures ultranationalistes, y compris dans l'école, avec nos ancêtres les Gaulois, Navis, etc. Une situation très marquée en France, mais qu'on connaît aussi chez nos voisins, avec tous les excès auxquels ça a amené au milieu du XXe siècle. Et on passe, à mon avis, aujourd'hui, à un moment où on passe du siècle des identités uniques à un moment des identités plurielles, où chacun est d'ici et d'ailleurs, d'ici et de là-bas. Alors ça peut être je suis de Morpa et marocain, mais ça peut être aussi je suis lorientais et breton, ou je suis français et européen. Peu importe, mais qu'on se reconnaisse de plusieurs identités me semble aujourd'hui un élément extrêmement important. Et
probablement un élément de meilleure émancipation individuelle et collective par le jeu de l'interconnaissance de l'autre. Et à partir de là, je pense qu'il faut aussi penser les politiques culturelles un peu en archipel. Tenir compte de ces différentes façons de se reconnaître de quelque chose, du domaine culturel, du domaine du genre, etc. Ça a été dit, mais penser les politiques culturelles du domaine de l'archipel, mais en construisant les bateaux, les ponts, les passerelles qui vont de l'un à l'autre. Et ça, c'est effectivement, à mon avis, un des rôles du politique local, c'est de trouver des moments, alors pas forcément avec des outils, des dispositifs, etc., mais de saisir chaque occasion de rencontre, ça peut être des rencontres culinaires, culturelles, peu importe, mais saisir les petits moments dans les quartiers pour que ces rencontres aient lieu. Je crois effectivement à la place importante de l'éducation dans tout ça. Ça a été dit par plusieurs personnes tout à l'heure. Alors évidemment, la ville de Lorient, comme ses collègues, n'a pas la main sur le contenu de ce qui se passe à l'école. Mais avec les nouveaux temps libres, c'est-à-dire la réduction de la journée scolaire et le fait que les collectivités aujourd'hui sont responsables de ce qui se passe dans l'école, grosso modo à partir de 16h, ça dépend des communes, mais grosso modo c'est ça. Et le temps du midi aussi. Eh bien on a un peu la main pour amener un état d'esprit. Et moi je suis très très frappé par le fait que parmi les ateliers que nous proposons aux enfants à partir de 16h, il y en a bien sûr qui concernent des éléments de la culture bretonne. Musique, langue, peu importe. Eh bien, on a constaté que depuis 2 ans, les endroits où les enfants adhèrent le plus sur ces ateliers sont les quartiers dits prioritaires, dits populaires, dits, etc., avec une appétence pour la découverte, on va dire, d'une autre culture issue de l'oralité, une autre culture issue plus ou moins de la ruralité, etc. Et une rencontre qui se fait dans l'école aujourd'hui au travers des temps de loisirs. Bien, très bien, merci beaucoup, M. Cise. Et bon, on ne va pas rentrer dans un débat tout de suite, on va plutôt aller du côté de Rennes pour voir des échos de ce que c'est la diversité culturelle telle qu'elle est vécue par un élu rennais. Voilà, c'est vrai que j'ai envie de vous parler de mon expérience d'élu récent, puisque c'est mon premier mandat et je suis élu à la culture depuis donc, mars 2014, depuis 2 ans. J'ai longtemps été avant, j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans la culture et dans la musique principalement, et notamment dans les musiques actuelles. Et je m'intéresse depuis très longtemps à la diversité culturelle, à tous ces textes de l'UNESCO. Je suis très proche de Jean-Michel Lucas qui m'a intéressé très tôt à tous ces textes internationaux qui effectivement permettaient et permettent toujours malheureusement de faire un pas de côté par rapport au référentiel de la politique culturelle en France. Et c'est vrai que ça n'a jamais été, jusqu'à l'apparition des droits culturels, ça n'a pas toujours été obligatoirement facilitant de se référer à la diversité culturelle pour défendre justement d'autres expressions qui n'arrivaient pas à trouver leur place dans l'espace public. Et c'est vrai qu'on est dans une société de droit et les droits sont attachés à la personne. Ce ne sont pas les droits qui s'attachent à des communautés. Et l'enjeu justement de cette possibilité pour les personnes de dire à la force publique voilà ce qui fait sens pour moi dans la culture et je souhaite effectivement participer à la vie culturelle de mon territoire et y contribuer en y donnant aussi mon avis, ce qui fait sens pour moi. Donc là, c'est vrai que quand j'ai été élu,
je me suis effectivement assez intéressé, essayé de convaincre aussi, de faire beaucoup de pédagogie à Rennes autour de cette notion de droit culturel. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est tombé au moment de l'amendement 103, enfin de l'article 103 de la loi NOTRe, qui introduisait pour la première fois donc, en 2015 la notion de droit culturel dans le droit français. Mais également en 2015 à Rennes, on a organisé les États généraux de la culture, qui a été 6 mois de débat entre l'ensemble des acteurs culturels, mais pas seulement, au-delà aussi. La volonté était vraiment justement d'associer tous les parties prenantes à la vie culturelle, donc aussi bien des habitants que des acteurs sociaux, des acteurs de l'éducation, pour enfin ensemble on réfléchisse à l'évolution un peu de la société, des nouveaux enjeux, et remonter beaucoup cette notion de droit culturel justement, qui est un vrai outil pour les personnes justement pour mieux participer. Je suis donc convaincu que favoriser l'expression de la diversité culturelle, ça passe d'abord par garantir les droits culturels des personnes. Et c'est à nous, décideurs publics, de créer les conditions de cette réalisation de ces droits. Alors, on a parlé d'éducation artistique. L'éducation artistique est bien entendu un moyen, un outil très très pragmatique et concret pour aider les enfants à se construire, à développer leur autonomie et donc à développer leur esprit critique, et donc leur capacité à agir pour créer leur propre identité culturelle. Donc la responsabilité publique, elle est bien sûr de créer ces conditions diverses d'éducation artistique. À Rennes, on va bientôt faire voter, parce que c'était reporté au conseil municipal, le plan local d'éducation artistique, et qui a été travaillé avec l'éducation nationale et la DRAC, et l'ensemble des acteurs et des parties prenantes à ce chantier, qui ne sont pas uniquement les acteurs éducatifs, mais bien sûr aussi des acteurs culturels, différents équipements qui ensemble contribuent à mettre en place des actions dans le temps périscolaire, mais également dans le temps scolaire. On est en capacité à Rennes de financer des résidences d'artistes en milieu scolaire, qui sont des moments précieux et très enrichissants, qui sont des moments longs de plusieurs mois, dans les établissements primaires, puisque c'est les établissements scolaires gérés par la ville, et qui mettent en relation un artiste avec des enfants, avec des enseignants, et ça provoque évidemment beaucoup d'apprentissage et de bien-être pour les personnes. Juste quelques exemples pour terminer, donc sur quelques dispositifs qui existaient à Rennes et qu'on a souhaité développer. Certains qu'on a mis en place depuis 2 ans, des dispositifs, donc un dispositif qui s'appelle les Rennais prennent l'art, qui sont des provisions budgétaires qui permettent d'accorder des subventions à des projets qui donnent une place centrale donc à la participation des habitants. Ce sont toujours des projets qui doivent être portés par un acteur culturel, donc un équipement culturel ou une association culturelle, et qui donnent une place importante à un artiste. Enfin, la place de l'artiste est fondamentale, puisque c'est aussi lui qui va être un passeur de culture, un passeur de savoir-faire aussi, une exigence qu'on n'a pas quand on n'a pas suffisamment d'expérience dans cette pratique artistique. Donc l'artiste est là aussi pour accompagner les personnes dans leur travail, dans leur réalisation du projet qu'ils auront défini tout seuls. Donc ce dispositif, les Rennais prennent l'art, on a un dispositif qui s'appelle Culture en quartier, voilà, qui permet de mettre en place des projets culturels de proximité. Et puis on apporte un soutien particulier à des équipes culturelles, je pense au Cercle Celtique, qui justement, de là où il est, à l'origine, c'est-à-dire un cercle celtique, dans la tradition des cercles celtiques en Bretagne, qui sont des gens qui sont passionnés par la culture bretonne et galaise, pour ce qui est de Rennes, dans toutes ses expressions, donc la danse, le chant, la musique, la langue, bien entendu, et qui depuis quelques années, justement, cherchent à se décaler un petit peu et à aller vers, justement, de la rencontre interculturelle, et à partir de la musique, des cultures bretonnes, ils
vont à la rencontre d'autres cultures qui sont implantées dans un quartier très populaire dans le nord de Rennes, le quartier de Villejean. Et c'est vrai que le cercle voilà, met des actions en place avec d'autres communautés, enfin d'autres personnes qui se revendiquent d'une autre communauté culturelle, pour croiser un peu leurs pratiques artistiques, que ce soit la danse. Alors c'est toujours très étonnant hein, sur les danses traditionnelles de voir le parallélisme qu'il y a entre les traditions chorégraphiques et très très facilement les gens dansent bretonnes sur des musiques d'autres pays. Donc ça permet aussi d'avoir ce regard et ce recul un petit peu sur l'universalité justement de nos cultures. Donc on soutient un certain nombre d'acteurs comme ça qui travaillent sur des actions interculturelles. Je pense aussi à l'Indice Brutini, dans un autre quartier très populaire qui travaille, qui donne une place très importante au jazz, mais au travers du jazz, ça permet aussi d'aborder une diversité culturelle qu'on retrouve dans toutes ces musiques qu'on dit groove ou musique nord-américaine. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on peut faire une énumération d'exemples. Merci à vous, mon cher Monsieur Caraï, Benoît Caraï, c'est ça. Et merci. Merci à toi, merci à vous tous d'être venus. Et je crois que le moment est venu de quitter. Si mon ami Philippe veut dire un dernier mot. Non, merci à vous trois, c'était très passionnant. Merci à Yann 6, j'ai du mal à d'être ici avec nous à Rennes. Merci à Benoît Carré qui a voilà.